Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast qui est de retour. Après un mois de pause où on a analysé tout ce qui s'est passé en fin de saison, que ce soit au foot, au rugby et un peu dans tous les sports en général, on revient avec un nouvel épisode rugby puisque le top 14 n'a pas délivré son verdict pour la tête du classement. Mais mon invité, lui, est fixé sur le sort de son équipe puisque l'access match entre le finaliste de Pro D2 et le 13e de Top 14 a eu lieu. Pierre était sur place au stade André Guy Boniface. Et Pierre, tes Catalans ont gagné. Salut à toi. Oui, salut Simon, salut à tous les auditeurs. On revient tout juste du voyage à Mont-de-Marsan avec les joueurs de l'USAP et avec les autres supporters, parce qu'on était quand même assez nombreux. Il y a eu presque une dizaine de bus qui sont partis, donc on était assez nombreux et assez présents au stade André-Guy Boniface. Et c'est vrai que j'ai pu couvrir ce match depuis le bord du terrain, voire même à un certain moment sur le terrain, même si j'avais pas l'accréditation journalistique encore. C'était un moment très spécial, surtout à cause, de l'issue du match qui est, évidemment la 1re fois pour les gens qui suivent, c'est la première fois qu'un club de top 14, gagne l'Access Match, le C'est match de vrai. barrage et se maintient en top 14. C'est la première saison aussi où il y a qu'une seule descente. Alors voilà, c'est triste, on va peut-être démarrer par, une pensée pour, les Montois qui nous ont super bien reçus et qui ont fait une saison magnifique, hein. Et qui n'ont pas oublié de remercier leurs joueurs non plus à la fin du match, puisqu'ils ont organisé une belle cérémonie de remise des maillots à leurs joueurs en communion avec leurs supporters à la fin du match. Mais voilà, c'est l'USAP qui s'est imposé après avoir fait un match plutôt moyen et assez décevant comparé à ce qu'on avait montré justement la semaine d'avant contre Bordeaux, même si on n'a pas eu l'occasion d'en parler sur la gonfle. Donc voilà, c'est l'USAP qui se maintient et on a eu la chance d'y être avec quelques copains. On a passé un super bon moment et un super week-end en général. C'est vrai que c'est historique. Première victoire d'un club de top 14 dans ce match de barrage. Effectivement, on félicite d'ailleurs le Stade Montois pour cette saison exceptionnelle. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils se battaient pour pas descendre à l'échelon inférieur. Et preuve que des fois, un groupe qui s'entend bien, qui a des valeurs et qui commence bien une saison peut aller chercher de belles choses. Et on notera aussi le bon niveau, hein, même s'il n'y a pas forcément eu photo au final. Mont-de-Marsan n'a pas non plus été ridicule, ça n'a pas été une boucherie. Donc ça valait le coup aussi d'en parler. Pierre, j'imagine que ça a été festif, surtout après la victoire. C'est aussi un peu mérité pour l'USAP. On va parler forcément des barrages juste après, mais voilà, c'est important aussi de féliciter l'USAP qui réalise une première et qui a été un très bon 13e, qui a assuré déjà d'être au moins barragiste assez tôt dans la saison et qui a quand même gagné, si je dis pas de bêtises, au moins 9 fois. C'est loin d'être l'USAP qui était arrivé en top 14 avec un record de défaites qui à l'époque était historique avant qu'Agen fasse pire. Cette fois, vous avez pris la mesure de l'élite. Ben oui, en vrai, ce match-là, c'était vraiment, un scénario cruel pour les 2 équipes puisque, les 2 équipes ont fait une très belle saison et bah, sont tombées malheureusement dans des difficultés. Bah, pour l'USAP, justement, la difficulté qu'il y a pour les équipes, qui montent de Pro D2 de se maintenir. D'une part, par rapport à la différence de niveau sportif et aussi au niveau des infrastructures et du budget. Et pour, Mont-de-Marsan qui déjà avait surnagé pas mal pendant la saison régulière où ils avaient notamment réussi à finir invaincus à la maison, ce qui est quand même assez exceptionnel compte tenu des équipes qu'il y avait en face malgré tout, même si je reviendrai plus tard là-dessus. Je pense qu'on avait une année de Pro D2 où le niveau était inférieur à ce qu'elle a pu être par le passé. Hem, Mont-de-Marsan qui est pas une équipe les plus riches de Pro D2, loin de là d'ailleurs, qui arrive à briller et qui est accompagné par de très bons joueurs, de très bons joueurs passionnés par le club et certains jeunes qui vont évoluer l'an prochain, au plus haut niveau. On pense à Léo Colli notamment, qui fait un bon match aussi, même si je crois qu'il en Mmh. rate une ou 2. Bon, ce match-là, il aurait été terrible, dans les 2 sens à mon avis. C'est-à-dire que, pour moi, aucune des 2 équipes méritait soit de descendre,
soit de ne pas monter. Quand on voit la saison que fait Mont-de-Marsan et le fait qu'ils étaient aussi intraitables à domicile, c'est malheureux de se dire que, il y a quelques années, ils seraient montés automatiquement parce que le premier de la saison régulière montait automatiquement. Et d'un autre côté, pour l'USAP qui arrive à montrer de très belles choses face à de très grosses équipes du top 14, notamment à Bordeaux la semaine avant le barrage ou lors des réceptions de Toulouse, je pense par exemple. C'est difficile. Ça pose la question peut-être, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces équipes-là? Parce que c'est vrai qu'un top 14 à 14, forcément ça augmente, l'adversité et c'est de plus en plus difficile d'avoir, 14 équipes qui sont avec enfin 12 équipes qui sont très, très bonnes et 2 équipes qui se démontrent vraiment comme étant très mauvaises et qui méritent de descendre. Ça va devenir de plus en plus difficile, surtout je pense avec la montée de l'Aviron Bayonnais, qui est quand même depuis quelques années maintenant très bien installé dans le plus haut niveau du rugby et qui pour moi, méritait pas forcément de descendre, l'an passé et qui sort sur un match, de barrage complètement dégueulasse, heu, qui se finit au tir au but notamment. Pour moi, je pense qu'on est en train de s'approcher d'un système où ça va devenir de plus en plus cruel et difficile pour les clubs de top 14, de descendre et pour les clubs de Pro D2 justement de s'imposer et de se maintenir. Puisque, si on regarde l'état du top 14 de l'an prochain, on n'a que des équipes qui auront, facilement 5 voire peut-être même 10 millions de plus que les clubs de Pro D2, que les meilleurs clubs de Pro D2 en termes de budget. Puisqu'on a Bayonne qui annonce un budget à 21 millions pour sa première saison de retour dans l'élite. L'USAP qui va essayer de monter à 18, voire peut-être de passer les 20. Quand on regarde les budgets de Pro D2, on se rend compte que la différence va ne faire que croître malheureusement. Et je pense qu'à terme, ça va devenir de plus en plus difficile, quoi. Bah, ce qui va conditionner tout ça, en fait, ça va être le niveau de la Pro D2, qui est quand même assez bon. Enfin, il y a plein de sports où les deuxièmes divisions sont pas à ce niveau et là où la différence peut se faire et je pense que c'est ce qui avait permis aux clubs de Pro D2 les années précédentes dans les barrages de s'imposer, c'est que, subir une saison de top 14, c'est vraiment autre chose que jouer en Pro D2 toute une saison. Il y a plus de matchs. Bien qu'il y ait 2 équipes en moins puisqu'il y a la coupe d'Europe. Il y a aussi plus de joueurs internationaux donc ces joueurs-là, capitalisent aussi de la fatigue avec, leur sélection. Après, c'est sûr que j'aime pas moi toujours avoir ce système où on ferme un peu trop les vannes pour la deuxième division, qu'il y ait pas trop de changements. Mais d'un autre côté, le rugby, on sait que c'est fragile économiquement, que souvent, c'est les mêmes clubs qui montent et qui descendent donc ça Là où peut j'ai un permettre par souci, exemple c'est un club. que je suis pas sûr que financièrement, Mont-de-Marsan, aurait été capable de montrer toutes les garanties nécessaires pour se maintenir, pour pouvoir, prétendre à Non, ça aurait participer été, au top 14. comme la dernière fois que je crois qu'ils sont montés au début de la dernière décennie, ce sera un petit exploit. On profite une année de belles affiches et puis on repart, C'est 7 sans millions trop de de budget, déception. hein, Mont-de-Marsan, je viens de Oui, vérifier, c'est c'est un 7 des millions plus de petits budget, budgets, c'est terrifiant, hein, c'est un d'arriver petit budget de à Pro D2, hein. ouais, c'est énorme, hein, concrètement entre eux et Carcassonne qui font aussi une très bonne saison même s'ils ont échoué, bon, quand on regarde le match, on s'imagine pas qu'il y a 10 millions d'euros de budget au moins qui sont entre les 2 clubs. Mont-de-Marsan Après, sur la les première budgets, mi-temps, ils ont fait un super match. Première c'est mi-temps, vrai. vraiment, Belle entame. ils nous ont vraiment beaucoup embêtés. En deuxième mi-temps, ils ont subi un peu plus. Bon, après, ça se comprend, hein. Je pense qu'il y a eu une histoire il y a probablement eu une histoire de fraîcheur et puis la causerie de la mi-temps, à mon avis, qui a dû faire la différence. Parce que, enfin, si moi, je considère que moi, j'étais en train de bouillir quand l'arbitre a sifflé la mi-temps, je ne peux qu'imaginer la réaction de Patrick Arletaz. Bah, après, il faut aussi se mettre dans les conditions du match, pour Perpignan. Tu as beaucoup plus à perdre que Mont-de-Marsan, qui sait déjà que c'est un exploit d'en être arrivé là, que monter ce serait sans commune mesure, hein, ce serait retentissant, ce serait historique pour eux. C'est un club qui a connu l'élite, mais il y a très longtemps, quand il y avait beaucoup plus de clubs notamment. Là, c'était du bonus pour eux, alors qu'au Perpignan, il y a la viabilité du club, il y a ton avenir pour la plupart parce que
bah, tout le monde ne va pas partir, hein. Il y a Melvin Jaminet d'ailleurs qui a fait un excellent match, qui a relancé l'USAP, hein, dans ce match, après une entame compliquée en marquant cet essai et puis en faisant une partition, ultra propre avec, une vingtaine de points à son compteur et une réussite au pied, qui rappelle plutôt ses performances de l'équipe de France plutôt que celles avec l'USAP cette année, pour le peu qu'il y a eu. Voilà, la pique, c'est fait. Oui, oui, belle entame de Mont-de-Marsan, mais une fois que, Perpignan a été, un peu en confiance, on a vu la différence de niveau, c'est Léo Colli qui va rejoindre Montpellier a été très bon, mais il était trop esseulé, on Oui, va et puis dire, il est sorti très vite aussi, hein. ouais et Malheureusement, après il est revenu en ouvreur après, mais oui, le banc déjà fait aussi la différence. Il y a des mecs, je pense, si je dis pas de bêtises, à Xavier Tchoki, qui n'est plus le Xavier Tchoki de Toulon, mais qui a de la bouteille, qui a de l'expérience, qui était remplaçant, si je dis pas de bêtises. Mmh. Ou en tout cas qui fait partie de toute façon du groupe perpignanais, hein, dans tous les cas. C'est un vécu aussi précieux, hein, dans des matchs à élimination ou à montée-descente. Et c'est pas une surprise. D'ailleurs, heureusement que Pierre, il y a eu un écart assez clair et net parce que il y a un petit carton rouge qui aurait été mérité quand même pour Herrou, qui a mis une belle corde à linge qui rappelle les plus beaux pay-per-view sur Catch Attack. Comment tu l'as vécu d'ailleurs cela? Quelle était ta pensée? Est-ce que tu as été objectif, pas objectif par rapport à ça? Et est-ce que tu pensais que ça pouvait changer le match où Perpignan aurait été capable de gagner? Bah, pour moi, j'ai personnellement, vu comment on était assis dans le stade, je j'ai pas vu, le carton, j'ai pas vu l'action, qui a mené au carton puisque c'était, il me semble, si je me souviens bien, que ça se passe à le ballon est déjà sorti quand ça arrive et du coup, on regardait le ballon, quoi et après, on l'a pas très bien vu sur les écrans géants. Après, clairement, quand il y a eu aujourd'hui, malheureusement, dès qu'il y a un contact avec la tête, ben la règle, elle est assez claire. Charabas a été beaucoup critiqué pour son arbitrage sur ce match-là. Il y a pas mal de gens qui lui reprochent, son arbitrage aussi sur le 1er essai de Melvin Jaminet. Je pense que il aurait probablement mérité ça aurait probablement mérité d'être rouge et j'en ai discuté avec pas mal de gens dans le pesage qui disaient que, ils étaient à peu près tout le monde disait: «C'est rouge», quoi. Franchement, on n'espérait pas tant, de la part de Charabas et on a obtenu au final, que ce soit un carton jaune. Mais bon, est-ce que ça aurait réellement changé le cours du match? Je pense pas. Puisque bon, malgré tout, on prend ce carton jaune à la 62e. Et ensuite, on a une magnifique relance qui mène à l'essai de Dubois 5 minutes après, qui plie le match un peu plus. Bon, si on avait passé les 10 dernières minutes à 14 au lieu de les avoir passées à 15, je pense pas que ça aurait fait une différence folle, hein. On n'aurait peut-être pas marqué le dernier essai avec TDR. Bon, il Très y a bel eu essai aussi d'ailleurs. il y a aussi de la critique par rapport à l'essai de Tristan TDR puisque bon, il fait un petit passage à vide, au début de l'action. Bon, après ça reste un match de rugby. Il y a souvent des erreurs d'arbitrage ou des situations qui sont un peu litigieuses. Mais malgré tout, je pense que c'est quand même la meilleure équipe et je pense que tout le monde le sait, même les plus chauvins des Montois et des Landais. C'est la meilleure équipe qui a gagné malheureusement et malheureusement pour eux, heureusement pour nous. Mais le match aurait pas pu changer selon les décisions de l'arbitre à mon sens. Bah, ce qui peut, bon, on ne sait jamais parce que bon, ça peut créer un espoir et tout, mais ce qui démontre que ça n'aurait peut-être pas eu, suffisamment d'effet en tout cas pour inverser la tendance, c'est que l'USAP a su capitaliser en étant en infériorité, je crois, pendant le match. Oui Donc et puis donc voilà. on a pas mal il y a eu quelques actions où les Montois ont poussé un peu devant notre ligne et où on s'en est Et ça a sorti, jamais grâce à une conclu, oui. défense assez solide et du coup, au final, c'est vrai qu'à part cette première erreur de défense, sur le premier essai de Laoussa Spiazou qui fait un super match, au-delà de ça, bah, la défense s'est pas vraiment trouée et c'est la partie, sur laquelle on peut s'estimer heureux en tant que QSAPiste parce que c'est vrai qu'entre la première mi-temps vraiment moyenne, voire, pire que ça pour moi, parce que quand on voit ce qu'on a fait la semaine d'avant contre Bordeaux, l'entame de match qu'on fait contre Mont-de-Marsan, elle est presque honteuse, à mon sens.
On peut se féliciter d'avoir eu une défense, plutôt potable et correcte. Oui et puis bon, il y a l'enjeu qui est rentré en compte donc ça c'est à prendre en compte. En tout cas, l'USAP s'est largement imposé, et a mérité avec ce 41-16 à l'extérieur, de rester en top 14 et d'aller, s'offrir une nouvelle saison pour pourquoi pas progresser et peut-être avec un peu de travail et peut-être plusieurs années, Accrocher le top 6. Objectif aller top chercher 6. le top 6 dont on va parler, puisque les barrages ont débuté, enfin les phases finales ont débuté avec les barrages. On a eu tout d'abord, Stade Toulousain, Stade Rochelais, l'ancien champion d'Europe contre le nouveau champion d'Europe et le champion en titre contre son malheureux finaliste. C'était l'affiche à ne pas manquer, Pierre, et les Toulousains ne l'ont pas manqué en tout cas. Le Stade a retrouvé des couleurs, s'est imposé, va aller affronter son voisin castré et heu et Dupont a encore une fois mené ses troupes, de fort belle manière face à un Stade Rochelais qui était peut-être, à court, que ce soit physiquement ou au niveau émotionnel. Bah, c'est en train de devenir un peu un classique, du top 14 ce match-là, hein, parce que franchement, j'ai l'impression de revoir ce match-là tous les 3 mois. Ça commence Bah, un ça peu aurait mérité à d'être la finale, hein, on va être très clair, hein. Ça aurait mérité ah d'être la finale du top 14. je suis pas sûr. Honnêtement, il y a pas mal d'équipes, qui méritent plus que La Rochelle, surtout au vu de la saison qu'ils font parce que pour moi, même si La Rochelle arrive à gagner la Champions Cup, La Rochelle f en top 14 fait une saison vraiment pas ouf. Bah, ils Après avaient moi mal commencé, hein. je vais parler des matchs que j'ai vus d'eux, hein. Je les ai vraiment pas trouvés bons contre nous, que ce soit dans le match où évidemment ils viennent perdre à Aimé Giral et où on gagne, donc forcément, c'est un mauvais match pour eux. Mais après je les avais pas trouvés fantastiques non plus quand on avait été chez eux, même s'ils nous avaient battus. Et à côté de ça, ils passent quand même une énorme partie de la saison à être en dehors du top 6. Ils reviennent sur la fin, parce qu'ils ont un beau retour, en fin de saison. Mais sur la totalité de la saison, ça me choque pas que La Rochelle, s'arrête là en top 14 du moins, quoi. Bah, en tout cas, là, j'ai trouvé que la différence avait été assez claire, pendant le match. Toulouse, s'est refait une santé, physique. Je pense que d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal pendant un moment à comprendre, pourquoi il y avait autant de turnover, même si Toulouse n'était pas assuré d'être dans les 6, ni encore moins de recevoir à domicile. Finalement, ça a été payant parce que, bah, ça a pas empêché de finir dans le top 4 et surtout ça a permis aux joueurs de récupérer, parce que bon, bah, il y a quand même un paquet d'internationaux. Toulouse a enchaîné, 2 saisons, de très haut niveau et cette année, ils sont quand même allés encore loin quand même en coupe d'Europe et ben ils vont aller au même stade encore, que la coupe d'Europe, avec la chasse au Brennus. On a retrouvé un très bon Toulouse et oui, La Rochelle, c'était le La Rochelle des mauvais jours, c'était le La Rochelle comme en début de saison. C'était pas le La Rochelle des matchs couperets, Qui avait pourtant sorti la jusqu'ici. grosse équipe à La Rochelle, hein. Ben oui, oui, mais voilà, Ils avaient sorti l'Armada parce qu'ils avaient, justement, pas grand chose à perdre, hein. bah, non, Il mais arrive, tu joues à l'extérieur, c'est ton match de barrage, il faut y aller, quoi. Même si tu dois casser la moitié de l'équipe, il faut le gagner, quoi, tu rien à perdre. c'est ça, puis tu savais que tu prenais un gros morceau d'entrée donc il fallait être au rendez-vous. Aldrit l'a pas forcément été, Bourgarit l'a pas été, la charnière n'a pas particulièrement, brillé même si bon, bah, l'absence de Kerr-Barlow, est quand même préjudiciable. Mmh. Dulin n'a pas été exceptionnel, enfin personne n'a été incroyable. À noter quand même le fait qu'ils aient rien lâché, qu'ils soient allés jusqu'au bout des choses et au final ils finissent tout près au score, hein, même si, bah, Toulouse était quand même Ça en reflète pas maîtrise et forcément la non, physionomie du match, oui, c'est c'est sûr. ça. C'est pas démérité parce qu'ils se sont accrochés, mais voilà, jusqu'à ce Ce que qui est ce soit notable côté fini. toulousain, c'est que malgré tout, on parle, souvent de gestion d'effectifs avec Toulouse. C'est qu'aujourd'hui, Toulouse, ils ont fait des changements pour ce match-là, pour, essayer de garder quelques munitions en réserve pour les matchs qui restent. Mais tu as des mecs comme Fouissac ou Malia qui sont pas forcément des titulaires indiscutables dans cette équipe, qui font un super match. C'est ça, Et c'est ça. évidemment, forcément, ça aide d'avoir des mecs comme Movaka qui sont sur le banc, toute la saison.
bon, tu te permets d'avoir, il y a des remplaçants qui sont des super subs, comme on peut parler au football, par exemple. Bah, des Toulouse a titulaires vis, l'avantage, hein. d'avoir une profondeur d'effectifs qui est exceptionnelle et qui, à mon sens, ne va que faire, que s'améliorer. Puisque quand on voit le recrutement qu'ils font, c'est à se demander s'ils vont pas aligner 2 équipes l'an prochain. On ne sait pas s'ils vont pas en envoyer quelques-uns en prêt à Colomiers, franchement, si il y aurait moyen, hein, d'avoir avec l'équipe qu'ils ont, il y aurait moyen d'aligner 2 équipes de très, très haut niveau facilement, quoi. Ah non, Bah, c'est, Toulouse et en plus, au-delà de tout ça, on a Antoine Dupont qui fait une première demi-heure stratosphérique, hein. Encore une fois, qui encore une marque fois. son essai à la 13e et qui offre l'essai à Fouissac après encore une percée fantastique. Bon, voilà, Toulouse, quand ils sont comme ça, franchement, c'est ils jouent contre, entre guillemets, «la meilleure équipe», de l'hémisphère nord, parce que c'est ça, hein, de gagner la coupe d'Europe, même si personnellement je considérerai jamais ça comme, enfin, je considérerai jamais La Rochelle comme étant la meilleure équipe, de l'hémisphère nord. C'est officiellement l'équipe la plus forte de l'hémisphère nord, de par leur, nouveau statut. Ils se font torcher par, le Stade Toulousain. Voilà, bah, écoutez, c'est le Stade Toulousain reste malgré tout, et ça me fait mal de l'avouer, le plus grand club du rugby français. Et quand ils jouent comme ça, en plus, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Quand ils jouent comme ça? Non, mais Il y tu a rien à sévère faire, hein. avec, tu sévère avec La Rochelle parce que la plus forte, en fait, déjà, ça dépend de ce qu'on prend en compte comme la plus forte. À un moment, faut sortir les couilles au bon moment et ils l'ont fait pas comme le Leinster, hein. C'est facile, de jouer 3 bons matchs dans la saison et quand tu joues une Farmer League, avec, des Sud-Africains, qui font des heures de voyage, des Écossais qui sont heureux d'être là, des Gallois qui sont surpris d'être encore là et des Italiens qui ont appris à jouer au rugby il y a 20 ans. Ah bah Donc ça et surtout au final que, les Irlandais se sont tous fait sortir du United Rugby Championship, oui, hein. Finale 100 en plus, sud-africaine, hein, donc pour mes ouais, fans ouais, ça alors ça, de rugby on va pas international. parler de on a hésité à ce que ce soit le sujet, hein, l'Afrique du Sud en Coupe d'Europe, mais en fait, j'ai pas envie de m'énerver et le rugby, ne fait que des mauvais choix, donc en fait, il y a rien d'étonnant on parle de protéger les joueurs et amoindrir le calendrier et on envoie, des mecs chargés comme un taureau espagnol, jouer contre nos équipes. Bah, écoutez, Moi, je veux aller voir faut l'USAP pas trop jouer qu'il y ait le Covid. en Challenge Cup en Afrique du Sud. Voilà, c'est notre Bah, écoute, prochain moi, ça objectif me plaît avec de Vincent Rouge. t'accompagner, C'est ce qu'on veut faire, qu'on la embrasse. saison prochaine, on va guetter le tirage au sort parce qu'on aimerait vraiment vivre ça, quoi. Bah, ça c'est vrai que ça peut être sympa, après c'est aussi très cher Oui. ça pose déjà des problèmes d'éthique, d'accessibilité à tout le monde et puis aussi, sportivement d'aller faire jouer des mecs, après des heures d'avion dans un autre, fuseau horaire, bien qu'il soit pas horrible non plus, à Ah mais subir. je pense que si ça arrive, François Rivière se taille les veines, hein, je pense. Ah bah, alors Si là, si on doit payer si on doit payer le déplacement jusqu'en Afrique du Sud, je pense que bah, là, François Rivière, le pauvre, ça va il être lui faut une syncope, quoi. ça va être sûrement le cas, bien qu'à mon avis, il y aura une compensation, financière Ah bah, il de y a bien une équipe qui va y l'organisation. aller, hein, forcément. Il y a tout de toute Oui, façon, oui, non mais oui. il y a tout le championnat de France qui est en coupe d'Europe, donc il y en a bien un qui va se les tirer, quoi. C'est voilà, c'est vrai. On rappelle que plutôt que d'accueillir des Espagnols pour essayer de les faire progresser, peut-être un peu plus d'Italiens, une équipe géorgienne, russe, essayer d'attirer des millionnaires, milliardaires de ces pays-là, on préfère, prendre des Sud-Africains qui jouent au rugby à 13 mais sur un terrain avec 15 joueurs. Bon, enfin bref, c'est un autre débat. Toulouse, bah, chapeau à eux aussi mentalement de pas avoir craqué après, ce passage à vide pendant les doublons et puis derrière où, il a fallu, se remettre d'aplomb très vite avec la coupe d'Europe et le top 14 en même temps et que ce fut quand même compliqué. Au final, ils vont aller en demi-finale contre le voisin castré, en ayant mérité, sans débat, la victoire en barrage. Rien n'est fait, mais Toulouse est à 80 minutes d'une nouvelle finale, voilà, bravo à eux. Mais ça n'empêchera pas quand même
de garder en mémoire cette saison un peu particulière et moyenne et de garder les inquiétudes par rapport à la construction d'effectifs remplis d'internationaux, alors qu'on a vu que le problème de Toulouse, c'était pas avec ces internationaux, mais quand ils étaient pas là. Bon, et ben, on va suivre ça avec attention, le match entre Toulouse et Castres et on suivra aussi avec attention, Pierre, Montpellier qui va affronter du coup, l'Union Bordeaux-Bègles qui s'est imposé à Chabandelmas face à un pauvre Racing 92 qui, comme d'habitude, vient gratter une place, mais qui n'a rien fait alors on attendait rien de particulier, qui a réussi quand même à décevoir. Là aussi, il y a pas eu photo, Pierre. Bordeaux-Bègles mérite complètement sa place en demi-finale et si ça avait pas été aussi compliqué en fin de saison, ça aurait été acquis avant même les barrages, si je ne m'abuse, car même Montpellier n'avait fait aucun effort pour finir dans les deux premiers en fin de saison. Bah, oui, oui, ça a été un match, pour moi assez symptomatique, du Racing. Ça m'a rappelé un peu, bon moi j'ai surtout vu le résumé, je vais être honnête avec vous. Ça m'a un peu Ben, rappelé, tu ce as qu'on bien avait fait, pu hein. voir contre le Racing, ce qu'on avait pu voir contre l'USAP justement, le USAP Racing que j'avais vu au stade. Avec un Racing qui tient la première mi-temps où il y a justement, une petite opposition et où par miracle, Ben Volavola arrive à taper en touche pour faire passer son équipe devant à la mi-temps. Horrible son match, hein. Horrible. Particulier, le contexte probablement et la météo a dû faire en sorte que la première mi-temps a dû être difficile à cause de la chaleur parce qu'il faisait extrêmement chaud dans le sud-ouest ce week-end. Hem et puis voilà, au final, au bout du suspense, Bordeaux qui finit par s'imposer. Le Racing a quand même une grosse tendance à lâcher ses matchs, je trouve et à et à pas avoir, justement cette niaque et peut-être la fraîcheur qui a manqué. Je sais pas vraiment si c'est ça ou si c'est plus une question d'envie ou de coaching. Mais bon, Bordeaux demeure une des meilleures équipes du top 14. Même si c'est vrai qu'ils ont fait une fin de saison compliquée avec un dernier déplacement à l'USAP où ils ont pris entre guillemets une leçon de rugby. On a revu le Bordeaux Bah, ils avaient la tête ailleurs, hein. en seconde mi-temps, on a revu le Bordeaux un peu qui nous faisait plaisir. La ligne de trois quarts de Bordeaux qui est quand même exceptionnelle, quand ils arrivent à se trouver ensemble, pour moi Benlam, Moefana et Seouteni, c'est du lourd, c'est du très, très lourd et après derrière, il y a Cordero et Buros qui font un très bon match, alors qu'ils n'avaient pas été, fantastiques au match précédent. Bon, bah, tant mieux pour Bordeaux et eux pour le coup, si pour moi je pense si pour toi Simon, La Rochelle-Toulouse pouvait être la finale du top 14. Pour moi, Bordeaux mérite, largement sa place en demi-finale au vu de sa saison malgré tout et hem et c'est logique au final. Ça reste dans la logique sportive, et surtout de la saison qui font comparé à celle, du Racing qui est plutôt moyenne, hein, malgré tout, qui arrive à revenir en fin de saison et à arracher cette place dans le top 6. Qui a été très, très disputé, comparé aux autres années. J'ai l'impression le top 6 cette année qui aurait pu avoir, C'est vrai. facilement une dizaine d'équipes qui auraient pu mériter d'être présentes. On va avoir un beau match, même si j'aurais plus envie de regarder le Toulouse-Castres que le Bordeaux-Montpellier personnellement. On est d'accord. De par l'enjeu et de par l'animosité et puis le passif qu'il y a entre les 2 équipes. Mais c'est vrai que Bordeaux a fait son match avec un Maxime Lucu qui, comme, on le dit souvent, fait la saison de sa vie Stratosphérique. et c'est encore une fois remarquable et on va pas le répéter, mais franchement ce mec il sort un peu de nulle part. J'ai jamais eu trop l'occasion de discuter avec des supporters biarros par rapport à son niveau précédent, mais purée depuis qu'il est à Bordeaux, il s'est imposé et il devient de plus en plus, impressionnant. À la différence de certains numéros 9 qui sont bons très jeunes et qui ont du mal justement après à se maintenir au haut niveau. On avait un exemple en face, on avait Machenot, on a des Morgan Parra par exemple, qui sont pas si vieux que ça, mais que ça fait quelques années qu'on les voit plus au très, très haut niveau. Et Lucu, lui, à la trentaine quasiment, arrive à son meilleur niveau
que pourvu que ça dure pour les Bordelais, hein, parce que franchement, je pense qu'ils ont La belle trouvé leur numéro aventure. 9. Ils ont trouvé leur numéro 9 pour quelques années encore, je l'espère. Parce qu'il est vraiment s'il continue sur cette lancée, il y a moyen qu'il soit peut-être, le 2e meilleur numéro 9 de France. Ben je trouve que, il a passé un cap parce que personnellement je le trouvais propre et il faisait largement le taf, hein, mais je préférais de très loin Baptiste Couillou qui plus est plus jeune. Mais l'équipe de France a l'air de vraiment lui avoir donné de la confiance et il s'est totalement lâché. Il a pris conscience aussi peut-être de ses capacités et il a porté Bordeaux notamment au pied avec l'absence de Jalibert pendant sa blessure. Ça a été un des rares qui a pas été mauvais, pendant les passages à vide, de l'Union Bordeaux-Bègles, d'ailleurs, c'est pour moi là où s'est faite, la différence, heu, contre le Racing. C'est que devant, ils ont été conquérants et qu'ils ont pris l'ascendant alors que dernièrement, ça a toujours été un peu plus compliqué, hein, on en parlera, mais Urios avait cité notamment Woki. Ben c'est vrai que c'était pas le Woki des Bleus, là, on l'a retrouvé quand même à un meilleur niveau. D'ailleurs, tout le paquet, tout le pack avant, Bordeaux-Bègles, a été très bon et puis, beh, derrière, ça met en valeur, les arrières avec un Moefana, qui a été monstrueux des 2 côtés du terrain, un Soiteni très bon, les 2 arrières Cordero et Lam aussi, Buros très bon. Il y a un banc, fiable avec des, Duquin par exemple, des Trenduc qui ont de l'expérience. Même Picamol, je l'ai trouvé bon. D'ailleurs, bravo à lui d'être revenu de blessure et de pas finir sa carrière sur une infirmerie, c'est aussi cool pour lui. Non, non, Bordeaux a été très bon et puis en face, on a un Racing, qui, sait en tout cas saisir les occasions qu'on leur laisse. Ils ont réussi à quand Bordeaux n'y arrivait pas à garder le ballon, à imposer cette espèce de faux rythme qui est un peu caractéristique du club dernièrement et de marquer, quand l'occasion s'était présentée. Après le problème, c'est comme je le trouve trop souvent, le Racing ne se crée pas, ses victoires ou ses moments phares, c'est de l'opportunisme et ça suffit pas, dès que Bordeaux en fait a accéléré, c'était réglé, il y a plus eu de suspense et il y a pas eu de révolte, donc c'est assez compliqué, je pensais à toi parce que, Vola Vola, ancien Catalan prêté, qui avait été prêté, à l'époque, était catastrophique. C'est un choix en plus de l'entraîneur donc bon, bravo. Oui, C'était c'est pas compliqué, hein, Ben Vola Vola, globalement, moi j'ai regardé quelques matchs du Racing, il fait peine à voir, hein. Après, il avait pas été fantastique non plus, lors de son passage à l'USAP où il avait mis beaucoup de temps à s'adapter aussi. Le Racing a peut-être besoin aujourd'hui d'air frais et Je suis heu et complètement et d'accord. et de changer peut-être même, je sais pas, changer quelque chose au niveau du staff. Parce que ça me semble être quand même une grosse fin de cycle pour le Racing. Il y a des Tout à joueurs fait. qui ont C'est fait vrai. leur temps au club et qui vont s'en aller comme, Teddy Thomas par exemple. Je crois qu'il s'en va, non, c'est ça? Oui, il va à La Rochelle. Ouais, voilà, Teddy Thomas s'en va, c'est un peu pour moi, c'est un peu une fin d'époque pour le Racing et je j'ai pas de doute sur le fait qu'ils arriveront à se relancer après puisque bon, ils ont quand même un des plus gros espoirs du rugby français au poste de numéro 9 avec Nolan Le Garec. Donc bon, Mmh. après, le Racing arrivera sûrement à trouver ses solutions et à se relancer. Mais c'est vrai que sur ce match-là, il méritait pas grand-chose et au vu de la saison, c'est assez logique de voir Bordeaux s'imposer. Restera à voir maintenant, pour la suite de la compétition, s'il y aura réellement un avantage pour les équipes qui ont eu cette pause-là de pouvoir se préparer pendant 15 jours sans match avant de jouer la demi-finale ou si, justement ça va pas les desservir. Parce que des fois, hein, on sait que la pause, ça peut être bénéfique comme ça peut C'est ça. justement vous casser les jambes, hein. C'est ça, c'est vraiment très personnel selon les équipes et d'ailleurs, statistique qui est pas automatique, en top 14, au contraire. C'est les 4 premiers de la saison régulière qui vont jouer les demi-finales. Donc comme à l'époque un peu, du top 16 notamment. Et Pierre, Union Bordeaux-Bègles-Montpellier, il y a 2 équipes qui étaient pas dans la meilleure des dynamiques en fin de saison qui vont s'affronter et à Bordeaux, on aborde ça avec un peu de tension,
On a entendu, dans la semaine, Urios, on a appris que par, Jalibert notamment et puis aussi un peu par Woki, que ça a été compliqué cette semaine, qu'ils ont dû prendre leurs responsabilités et que c'est que vendredi que tout le monde est un peu, s'est un peu descendu et s'est mis au travail tous en et que tout le monde s'est mis au travail tous ensemble. C'est pas les meilleures conditions pour préparer un match d'avoir un mec qui fait un geste «j'entends rien» et qui fait, bouche cousue, à son entraîneur et un ouvreur, qui, s'est un peu réveillé, hein, d'ailleurs un petit peu. Il a quand même marqué un peu le match, avec une très belle action et une copie pas exceptionnelle mais correcte. Heu, mais qui dit qu'il clairement il joue plutôt pour les futurs retraités que pour son entraîneur. C'est déjà étonnant de faire ça maintenant avec un timing, qui va faire parler, je pense. La preuve, on le fait et en plus de la fatigue, accumulée par rapport à l'adversaire. Je sais pas comment tu vois cette demi-finale? En tout cas, j'ai hâte de voir si ça va bien se passer cette semaine, et je voulais ajouter un truc où je voudrais que tu rebondisses aussi Pierre, c'est que j'ai l'impression comme en Coupe d'Europe, qu'il y a 2 tableaux et l'un est beaucoup plus fort que l'autre. Ah, alors je suis pas convaincu par cette déclaration parce que, OK, il faut pas oublier que, Toulouse et Castres sont 2 énormes équipes et qu'elles ont gagné le top 14, dans des années, pas si éloignées que ça. Toulouse l'an dernier et Castres il y a quelques années de ça maintenant malheureusement. Mais, pour moi, en termes de niveau, intrinsèque, Bordeaux-Montpellier, c'est quand même, du très, très solide Oui, non, et mais c'est sûr, mais je dirais surtout ça, que je pense que Castres risque probablement de craquer face à Toulouse à mon sens. J'avais pas trouvé Castres, transcendant quand on les a joués il y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était l'avant-dernier match, de la saison régulière avec l'USAP. Quand on s'est déplacé à Castres, j'ai trouvé qu'on leur avait mis pas mal de bâtons dans les roues. Alors on n'avait pas grand-chose à perdre et surtout beaucoup à gagner comparé à eux, puisque bon, ils jouaient quand même toujours cette qualification cette qualification directe pour les demi-finales et ils l'ont obtenue. Mais, je pense que si on parle de vrai niveau de rugby, le Bordeaux-Montpellier devrait probablement décider de l'équipe qui sera la plus forte en finale, même si je pense, comme, souvent, que c'est Toulouse qui va gagner le top 14 cette année. Pour moi, si on fait une projection aujourd'hui, Toulouse va battre Castres et Montpellier devrait gagner Bordeaux et Montpellier n'y arrivera pas contre Toulouse, à mon sens. Et Bordeaux n'y arriverait pas non plus, bien que ce serait probablement un meilleur match à mon sens. J'aimerais rebondir aussi sur, les déclarations de Jalibert et des autres joueurs de Bordeaux par rapport à Christophe Furios. Je suis partagé à ce sujet-là, hein. Moi, ça m'énerve les mecs qui parlent dans la presse et qui surtout, s'épanchent sur ce genre de problèmes qui doivent se régler en interne. Après, Christophe Furios, c'est quand même un mec qui est, très brut et qui mâche pas ses mots et qui a probablement une façon de gérer son effectif qui est peut-être discutable, même si, j'ai l'impression que ça s'est bien passé partout où il est passé précédemment. Jalibert, je le porte pas dans mon cœur. Il a une tête, je suis désolé, hein, on va faire, de l'analyse à 2 balles, hein, mais pour moi, il a une tête de heu, les fois où on lui a donné sa chance en bleu, il a été bof. Alors bah, ça, c'est discutable. ça pour se faire des teintures, il y a du monde, pour l'ouvrir dans la presse, il y a du monde, mais bon, à côté de ça, je préférerais qu'il réponde sur la pelouse et qu'il ramène le Brennus à Bordeaux, tu vois? Plutôt que, parce que dire qu'on joue pas pour l'entraîneur, ben vas-y maintenant joue pour ceux pour qui tu joues et ferme ta gueule, quoi. À un moment donné, enfin à quoi ça sert? Tu fais plus de mal à ton équipe et en plus tu déstabilises, tu mets des bâtons dans les roues à ton coach. C'est pas le moment, à la limite si c'était intervenu après une défaite, de Bordeaux, je dis pas. Tu règles tes comptes comme tout le monde le fait. Mais là, il reste encore potentiellement 2 matchs et toi, enfin, Jalibert, c'est quand même un poids lourd dans le vestiaire. Je trouve que c'est ni le moment, ni la manière, quoi. Bah, après, quand tu es brut, de décoffrage, il faut aussi accepter qu'en face, on puisse te répondre et qu'il y ait du caractère. Ça peut être bien comme pas bien. Là, c'est surtout que, bah, c'est peut-être pas le moment de se fâcher, donc j'espère qu'ils se seront dit les choses ensuite.
et qui vont mettre les choses à plat. Après, il y a aussi Woki, hein, qui fait pas vraiment de vagues. C'est pour ça que Jalibert, il aime parler et qu'il assume tout ce qu'il pense, et qu'il en a un peu rien à foutre de ce que disent les autres. Ouais, Autant Woki, c'est Woki, un peu plus surprenant, c'était ouais. plus étonnant. Mmh. Mais ça fait aussi partie de la gestion d'un effectif, hein. Urios, c'est vrai il a pas encore entraîné des écuries remplies Star. d'internationaux français ou autres. Donc c'est un peu nouveau. On va aussi voir comment il est capable de mettre de l'eau dans son moulin ou pas, et comment il va appréhender tout ça. Ça fait aussi partie de sa carrière et aussi peut-être sa progression ou de son plafond de verre à voir. Donc voilà. Après bon, Jalibert, j'aime pas forcément le personnage, ça reste un excellent joueur de rugby, très créatif, qui a un peu relevé la tête, et bon, pour moi, il a toujours été, bon en bleu surtout pendant la coupe, d'automne des nations. Après bon, je pense que pour moi, Tamac est meilleur. Après ça, c'est mon avis. Je sais que beaucoup, il y a une vraie, il y a il y a, il y a un vrai conflit entre les fans de rugby, sur la question. Bon après ça, c'est autre Moi, chose. je suis Christophe Furios. Sur le match à Montpellier, je mettrais Nuque. Déjà parce Ouais, qu'il y non, a non, toujours il y a ça toujours c'est cette littéralement une connerie, tu vois? Ça, c'est une connerie parce que justement, un mec qui fait, un mec que tu peux considérer comme faisant le cake, tu lui dis, «Beh, montre-moi», et au pire, même si ça reste aussi très détestable, tu peux après dire: «Bah, il a voulu faire le malin, il a rien montré aujourd'hui», et voilà. Donc je leur souhaite surtout de se pacifier un peu la semaine. Je pense qu'ils sont favoris, parce que Montpellier, qu'on avait trouvé de mieux en mieux, c'est un peu dégonflé depuis qu'on en a parlé. Je sais pas si on leur a porté la poisse ou pas, mais c'est moins convaincant. Après attention, c'est une équipe, qui a un standard et qui va faire mal, hein. Montpellier, faut pas non plus vendre leur peau parce qu'ils vont charbonner, et qu'il y a un mec, à la tête de ce club, qui est ambitieux et qui va certainement les motiver comme il faut. Donc ça, j'ai pas trop de doutes, et je pense que ce sera une meilleure demi-finale que le barrage ne l'a été. De l'autre côté, par contre, j'ai vraiment aucune idée du résultat parce que c'est un match pas comme les autres pour Castres. Toulouse, ils ont pas du tout envie de perdre les 2 couronnes. Heu, Ça peut aller dans les 2 sens et j'ai vraiment aucune sincèrement, en fait, j'ai aucune idée de qui va gagner les 2 matchs, et c'est super bien, d'avoir un vrai suspense. Toulouse a été l'équipe qui a le plus inquiété Castres pendant cette série de victoires, qui est en cours. Le problème, c'est que quand tu enchaînes de plus en plus de victoires, c'est-à-dire que la défaite se rapproche de plus en plus. À voir s'ils vont finir, invaincus ou pas. Toute bonne chose a une fin. Faudrait pas pour eux que ce soit maintenant. Par contre, s'il y a un club qui doit le faire, effectivement, je pense que ce sera le Stade Toulousain, qui avait d'ailleurs écrasé, Castres, en début de saison lors du premier match, oui. entre les 2 équipes. Ça peut peser dans la balance, même si récemment c'est Castres qui a gagné, mais chez lui. Je vais quand même parier sur une finale Toulouse-Bordeaux, un derby de la Garonne, mais c'est vraiment avec une certitude de 10. Je sais pas Castres va toi? probablement pâtir du fait de jouer ce match-là à Nice, quoi. C'est malheureux, hein, mais Ça change pas pour les grand-chose. besoins de la télé. Bah si, Castres chez eux, c'est différent, hein. Un Castres-Toulouse à Castres ou un Comme toute Castres-Toulouse à équipe. Nice, bah ouais, mais malheureusement, voilà, il faut de belles images, il faut un joli stade, bon. C'est Non, mais malheureux. c'est Pour bien moi, des demi en terrain neutre, je suis désolé, c'est bien. Après, la question d'aller à bah, Nice alors c'est que quoi tu as 3 l'avantage clubs dans du ce cas-là de Sud-Ouest finir, et un club, enfin, de Languedoc, bon, fous les c'est boules, sûr que quoi. Franchement, déjà parce que moi, moi, j'aurais ça bien me aimé y gêne aller. pas. Ça J'aurais me bien aimé gêne y pas. aller Nice, déjà, si ça avait été à Castres, ça m'aurait plu d'y aller. Heu, Là, c'est à Nice, il va y avoir que des photos dans le stade, bon, mais ça vaudra ce que ça vaudra, quoi. ça fait aussi partie du charme. Je suis le premier à avoir profité des demi-finales à Montpellier, à une époque où Montpellier, végétait, dans la 2e et 3e division du rugby. Nice, d'ailleurs, marche bien, au rugby, commence à monter. Il y a l'espoir de Ça, peut-être c'est un vrai, jour, hein. atteindre l'élite. C'est un marché porteur, donc franchement, je trouve ça plus cohérent d'aller à Nice malgré tout que d'aller à Lille. Hem Bien sûr qu'évidemment, d'aller à Toulouse, à Bordeaux, ce serait plus simple pour tout le monde, mais d'un autre côté, au moins, c'est sur terrain neutre. C'est aussi intéressant.
J'ai même envie de te dire que ce qui pourrait être encore plus sympa, par exemple en 2024 ils auraient pu faire ça. Bon, ils vont aller au Vélodrome, mais je trouve ça génial, c'est qu'ils pourraient faire un Final Four en fait. On joue les demi, la finale au même endroit, on crée une vraie atmosphère du rugby avec 4 clubs de supporters différents. Ça pourrait être vraiment cool et j'ai hâte en tout cas de les voir et moi je parie quand même aller sur un Toulouse-Bordeaux et on va suivre ça avec attention Pierre, puisque les 2 vainqueurs, on va aller les voir au Stade de France. Oui, bah oui, du coup, on a la chance, d'avoir eu les places. Merci Simon, pour le cadeau, parce que c'est, Avec grand c'est plaisir. c'est votre hôte qui nous offre les places. Pour vous On servir. va on va se rendre, ouais, au Stade de France, dans un peu moins de 2 semaines maintenant, pour un nouveau Si on week-end arrive de à rugby. passer. Si Un on arrive nouveau à week-end passer, de le rugby, quoi. portique, hein. On a pris des faux billets russes, hein, voilà, avec les supporters On s'est anglais, voilà. entraîné à grimper le grillage, depuis Et 4 de toute semaines, façon, moi, je vais proposer pour 2024, vu qu'il y aura les Jeux olympiques, je vais proposer qu'ils délocalisent peut-être la finale du top 14. Pas à Barcelone cette fois, mais pourquoi pas en Afrique du Sud, puisque c'est la place forte du rugby européen désormais. Donc pourquoi pas la finale, du top 14 à Johannesburg en 2024, voilà. Il faudrait soumettre l'idée Ah, à Bouscatel. ils sont restés quand même prudents, ils ont choisi Marseille, mais c'est pas impossible qu'un jour ça arrive, hein, qui sait? Qui Ah, sait? pourquoi pas, pour Heu, développer le sport, écoute. franchement, est-ce qu'on se ferait pas un kiff un jour d'aller la faire à Twickenham, la finale? Alors Juste là, pour, je pense que, il y a moyen que la situation inverse de ce qui s'est passé au Stade de France pour la Champions League se passe pour, la finale du top 14, je pense, tu vois? Ce serait rigolo, tu sais, de mettre en gros sur Twickenham pour faire la promotion du match: «Venez voir du vrai rugby». Ah Mais, purée. Déjà qu'on leur donne leçon sur leçon au rugby à 13 avec les Dragons, c'est vrai que si les en plus Dragons on font encore commence une si en très plus bonne on saison. commence à aller les taper chez eux, les Anglais, ça va pas le faire, quoi. Heureusement qu'il y a Saint Helens, pour rester devant et flatter l'ego, britannique parce qu'effectivement, les Dragons sont encore une fois très bons cette saison. Mais bon, hein, comme on dit, malheureusement, Saint Helens, ça marche, pas beaucoup avec les Français, qu'ils soient Ah bah, corses ou voilà. non. Donc, bon, c'était Corse, le petit catalan, on est moment tous 13. ensemble de toute façon, hein. Et basque, n'oublie pas que ton, capitaine est basque, Ouais, oui, Mathieu c'est vrai. Acebes. Donc, Renié par les on fait siens une bise malgré à tout, hein. toutes les régions, fiers de leur identité. Il en manque pas en France et c'est aussi pour ça qu'on est un beau pays. On va suivre ça avec attention, Pierre. On va aussi parler foot dans pas trop longtemps. Il me semble qu'on va enfin parler de l'Olympique de Marseille. Pour ceux qui aiment le foot, nous Il y a sommes bientôt tellement de à retour dire avec qu'il le faut ballon bien rond. pouvoir préparer. Il nous aura fallu du temps pour préparer l'émission déjà, quoi. Oui, en plus, il y a les éternelles rumeurs de vente qui sont revenues, donc l'ambiance est Le parfaite hashtag pour vente parler de OM. c'est ça, l'ambiance est parfaite pour parler du club phocéen. Et puis on fera un débrief des demi et on se projettera sur la finale aussi, très vite et puis, suivez, l'Instagram et le Facebook, de la Gonfle, il y aura du reporting, au Stade de France pendant la finale. S'il y a des bagarres ou des problèmes de billets, vous en serez informés en premier avec Pierre et moi-même en reporter, terrain. Et en attendant, on vous invite, si vous n'avez pas encore écouté les autres épisodes, les 17 autres épisodes, d'aller les écouter, parce que ça peut s'écouter en toute saison. Vous pouvez aussi comparer, hein, ce que l'on a pu dire à un moment et ce qui s'est passé à la fin. Notamment qu'on avait dit que Mourinho, fallait pas en attendre grand-chose, il a sorti une coupe d'Europe à la Roma. Voilà, c'est aussi intéressant de voir que, tout peut s'inverser, et que personne ne détient la vérité. Et en attendant, soyez heureux, faites du sport, vibrez le sport, mais surtout, surtout en ces temps parfois compliqués, soyez heureux. Ciao, ciao.